Depuis 2022, la Pologne occupe une place de plus en plus prépondérante sur l'échiquier stratégique européen. Souvent vue comme un simple bastion historique face à la Russie, elle s'affirme aujourd'hui comme un acteur autonome, affirmé, avançant ses intérêts avec méthode, parfois à rebours des discours convenus de solidarité européenne ou transatlantique. Pour saisir pleinement la géopolitique polonaise, il faut dépasser les caricatures simplistes. Ce pays, marqué par une longue histoire tourmentée, a façonné une vision du monde singulière. Méfiante envers la Russie certes, mais aussi lucide, parfois suspicieuse envers ses alliés occidentaux, et profondément enracinée dans une culture de pouvoir où la survie nationale prime. Son ancrage atlantiste ne relève pas d'un choix idéologique fait à la légère, mais d'un calcul stratégique né d'un traumatisme historique. C'est bien l'abandon occidental lors de la conférence de Yalta en 1945 qui a scellé sa domination soviétique durant plusieurs décennies. À partir de son intégration à l'OTAN en 1999 puis à l'Union européenne en 2004, la Pologne a réinvesti patiemment ses marges de manœuvre. Aujourd'hui confrontée au retour de la guerre sur le continent, à l'intensification de la compétition des puissances et à ses propres mutations internes. Elle impose une lecture réaliste des relations internationales. En géopolitique, il n'y a pas d'amis, seulement des intérêts. Depuis l'aventure russe en Ukraine en février 2022, Varsovie a initié une refonte spectaculaire de sa posture de défense, avec un budget de défense prévu à 4,7% du PIB en 2025, un niveau sans équivalent en Europe. La Pologne s'engage à bâtir la première puissance militaire terrestre du continent. L'objectif est clair, porter ses effectifs à près de 300 000 soldats d'ici 2035, dont 250 000 professionnels et 50 000 réservistes. Un modèle largement inspiré d'ailleurs par la mobilisation ukrainienne, visant à répondre simultanément à la menace classique et à renforcer la résilience stratégique. Ce réarmement est accompagné d'acquisitions massives d'équipements auprès des États-Unis, environ 400 chars Abrams, 96 hélicoptères Apache AH-64, systèmes HIMARS, avions F-35, etc. Ainsi que de commandes importantes à la Corée du Sud, comme les chars K2 ou les obusiers K9. La Pologne mise sur un armement high-tech interopérable avec l'OTAN, soutenu par une modernisation industrielle locale qui comporte également des centres d'entretien et de production. Pourtant, derrière ce volontarisme affirmé, le projet soulève d'importantes interrogations. Sur le plan financier d'abord, 2023 a marqué un pic historique des crédits militaires, mais les finances publiques se heurtent, elles, désormais à une réalité économique plus tendue. En 2024, la Pologne a connu un net ralentissement économique, avec une récession technique au second semestre, une inflation persistante, la hausse des taux et une baisse de la consommation intérieure. La dette publique a franchi la barre de 54% du PIB, un seuil sous lequel Varsovie se veut prudente. Le budget de la défense annoncé pour 2025, bien que record, a dû être revu à la baisse, plusieurs programmes d'acquisition étant ralentis au profit de dépenses sociales, notamment dans les campagnes. Ensuite, la ressource humaine constitue un défi de taille. Malgré le contexte, recruter, fidéliser et former un tel volume de personnel dans un contexte de désaffection croissante est un défi. Un sondage récent publié en 2025 par le quotidien dont je ne pourrais pas prononcer le nom indique que 52% des Polonais s'opposent au projet de formation militaire universelle proposé par le Premier ministre Donald Tusk. Parallèlement, la fuite des cerveaux vers les pays de l'Ouest, plus d'1,2 million de Polonais qualifiés à l'étranger, réduit le vivier de recrues compétents tandis que la natalité s'affaisse largement sous le seuil de renouvellement des générations. Enfin, la cohérence logistique est un autre casse-tête. La Pologne a acquis des matériels très diversifiés venant de fournisseurs aussi hétéroclites qu'américains, sud-coréens ou issus de stocks de l'ère soviétique. Cette diversité implique des systèmes d'entraînement, de maintenance et de logistique imposant une coordination complexe. Par exemple, chars Abrams et K2 nécessitent des infrastructures distinctes, tant pour la maintenance que pour l'approvisionnement en pièces ou en munitions. Ce paradoxe entre quantité et complexité pourrait créer une armée pléthorique mais difficile à déployer efficacement, coûteuse à entretenir et vulnérable avec des défauts de coordination. Contrairement à la logique OTAN où la qualité prime toujours sur la quantité, la Pologne entend surpasser quantitativement de nombreux États européens tout en maîtrisant cette logistique délicate et bien qu'une guerre ne soit évidemment jamais souhaitable.
Sur le plan politique et militaire, la Pologne est devenue l'un des partenaires européens les plus étroits de Washington. Ce lien historique, renforcé depuis 2022, s'est traduit par la présence permanente de plusieurs milliers de soldats américains sur le sol polonais, notamment dans la garnison de Poznań, et par la multiplication des exercices conjoints dans la région balte et autour du corridor stratégique de Suwałki, point névralgique entre la Pologne et les pays baltes. Pour Washington, Varsovie est un allié fiable, capable d'assumer une part croissante du poids de la défense collective en Europe centrale et orientale. Je vous renvoie à la dernière vidéo. Car ce renforcement sert évidemment aussi à la stratégie américaine. Tout d'abord, pour affaiblir les projets français, mais aussi allemands de défense européenne autonome, perçus comme susceptibles de concurrencer l'OTAN. En jouant ce rôle de puissance de second rang en positionnement atlantiste, la Pologne gagne en influence et mise sur un poids accru dans les architectures occidentales dominées par l'oncle Sam. Ce récit ne serait pas complet sans souligner un autre pilier fondamental de l'ascension polonaise, son intégration et son développement économique qui sont largement tributaires de l'Union européenne et plus précisément des fonds européens issus des contributions des États membres comme la France et l'Allemagne. Depuis son adhésion en 2004, la Pologne a bénéficié d'environ 170 milliards d'euros nets en transferts européens, soit entre 2 et 2,5% de son PIB annuel, selon Euronews. Ces fonds sont essentiellement issus de la politique de cohésion et de la politique agricole commune, des aides cruciales qui ont financé sa modernisation des infrastructures, la digitalisation de son économie et sa montée en gamme industrielle. Cette manne de fonds européens, financée en partie par les contribuables français et allemands, a été déterminante pour propulser la Pologne à son niveau actuel. En 20 ans, le PIB par habitant polonais est passé de moins de 50% à plus de 80% de la moyenne européenne. La croissance économique soutenue et la réduction progressive des écarts avec les économies occidentales ne pouvant se comprendre sans que la Pologne soit un État bénéficiaire. Cette interdépendance économique nourrit un rapport ambivalent avec ses partenaires. Varsovie profite pleinement des fonds européens tout en revendiquant souvent une posture eurosceptique pragmatique, cherchant à défendre ses intérêts spécifiques au sein des négociations européennes, mais aussi à jouer un rôle politique majeur en tant que bénéficiaire clé. Cette réalité amplifie la complexité de ses relations avec la France qui, comme l'Allemagne, voit en la Pologne certes un allié stratégique en Europe de l'Est, mais aussi un grand bénéficiaire économique du marché commun élargi. Un partenariat gagnant-gagnant, mais où chacun conserve ses intérêts et ses ambitions. La Pologne s'affirme dans un double rôle, celui de partenaire militaire monté sous protection américaine et en même temps de bénéficiaire majeur des contributions européennes, particulièrement françaises et allemandes, qui ont participé à faire d'elle l'acteur qu'elle est aujourd'hui. Ce contexte nourrit aussi la rivalité tacite entre Varsovie et Paris, quand il s'agit de définir les futures trajectoires stratégiques et économiques du continent. On revient sur la dernière vidéo. Cela nous amène à sa relation au conflit ukrainien. Dès février 2022, la Pologne s'est positionnée en allié prioritaire de l'Ukraine, livrant armes et matériel, accueillant plusieurs millions de réfugiés et faisant pression au sein de l'Union européenne pour soutenir Kiev. Néanmoins, cette alliance reste marquée par des zones d'ombre et des tensions latentes où héritage historique et réalité économique se conjuguent. L'imposition d'embargos polonais sur certaines céréales ukrainiennes, des blocages dans le transport et des accusations de dumping social ont conduit Varsovie à défendre bec et ongles ses intérêts agricoles au risque de froisser Kiev et Bruxelles. Cette posture pragmatique souligne la volonté polonaise de ne pas sacrifier son tissu économique ni sa paix sociale à une solidarité idéologique. Sur le plan politique, la Pologne affiche désormais plus de réserves quant à une entrée rapide de l'Ukraine dans l'Union européenne. Plusieurs responsables polonais soulignent la nécessité de conditions strictes, anticipant l'impact massif d'une adhésion ukrainienne sur le budget européen. Selon des estimations, intégrer pleinement l'Ukraine imposerait à l'Union européenne de redéfinir des dotations à hauteur de 180 à 200 milliards d'euros sur une période de 7 ans, ce qui affaiblira, vous vous en doutez, les transferts actuellement alloués à la Pologne. Premier bénéficiaire net du budget communautaire et qui n'a aucune envie de passer au rang de contributeur net. La montée des tensions commerciales et la compétition régionale alimentent une méfiance croissante entre les deux pays, chacun cherchant à préserver son rôle dans une Europe centrale et orientale recomposée. La Pologne, tout en restant un allié face à la Russie, apporte le partenariat sous l'angle d'intérêts souvent divergents. Un soutien donc réaliste, modéré, voire conditionné, et surtout dépendant de l'évolution des rapports bilatéraux et où la solidarité n'exclut pas la rivalité.
Depuis une quinzaine d'années, la Pologne s'est imposée comme un pôle d'attractivité majeur pour les investissements étrangers en Europe centrale. De nombreuses PME, ETI et multinationales, notamment venues d'Allemagne, des Pays-Bas, des pays nordiques ou encore de France, y ont délocalisé tout ou une partie de leur production. Ce mouvement s'explique par une combinaison d'avantages. Tout d'abord, la proximité des grands marchés européens, des infrastructures largement modernisées grâce aux fonds européens, une main-d'œuvre qualifiée et relativement bon marché, ainsi qu'un environnement fiscal et réglementaire stable. Des régions comme la Basse-Silésie ou la périphérie de Varsovie se sont ainsi transformées en pôles industriels et technologiques dynamiques. Des secteurs clés comme l'automobile, l'électronique, l'agroalimentaire, la pharmacie, la logistique ou encore le numérique y concentrent leurs activités. Dans le domaine automobile par exemple, le groupe Mercedes-Benz a établi à Jaworów une grande usine de moteurs électriques. Dans le secteur technologique, des géants américains comme Google, Microsoft ou Amazon ont renforcé leur présence à Varsovie, faisant de la Pologne un hub croissant du cloud et des services numériques pour toute l'Europe centrale. Mais ce modèle de succès fondé sur un positionnement industriel intermédiaire et une main-d'œuvre compétitive commence à atteindre ses limites. Avec l'augmentation des salaires, la tension sur le marché de l'emploi s'est fortement accrue. Selon l'OCDE, près de 60% des entreprises polonaises de taille intermédiaire déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Surtout, la Pologne semble aujourd'hui confrontée à un défi plus profond, celui du piège des revenus intermédiaires. Il s'agit d'un seuil critique où un pays, après avoir connu un rattrapage rapide grâce à la production à bas coût, voit sa croissance ralentir faute de transition vers une économie fondée sur l'innovation, la haute valeur ajoutée et les gains de productivité. Par exemple, comparé à la Corée du Sud ou Taïwan, la Pologne peine à faire émerger des champions industriels et technologiques nationaux capables de s'imposer à l'échelle mondiale. Cette transition se heurte par ailleurs à un obstacle démographique de taille, la population active diminue progressivement, sous l'effet d'une émigration persistante vers l'ouest de l'Europe et d'un taux de natalité qui est l'un des plus faibles du continent. Enfin, nous allons finir avec la dimension maritime, qui est centrale dans la stratégie polonaise sur la mer Baltique, et qui est devenue un théâtre géopolitique majeur. Les ports de Gdańsk, Gdynia et l'autre ville dont je ne pourrais pas prononcer le nom incarnent cette volonté d'affirmer son poids économique et sécuritaire. Gdańsk, premier port polonais, a traité 81 millions de tonnes en 2023. Une hausse de 19% par rapport à l'année précédente, avec un rôle vital dans le transbordement de carburant liquide, croissant dans un contexte de sanctions avec la Russie. Gdynia assure quant à lui le trafic conteneurisé et les exportations industrielles, tandis que Hesse, à la frontière allemande, a développé un terminal de gaz naturel liquéfié crucial pour la diversification énergétique, important du gaz américain, qatari et norvégien depuis 2016. Sur le plan militaire, ça ne vous aura pas échappé, la mer Baltique est aussi désormais militarisée. Le programme Polski Mors, lancé en 2025, vise à renforcer la sécurité maritime avec une force navale dédiée, la Warta Baltica, chargée de défendre les eaux nationales face aux menaces hybrides et notamment russes. Des systèmes antimissiles patriotes, des frégates modernes Miesnik et des batteries côtières complètent cette posture face à la présence de Kaliningrad, enclave russe ultra militarisée et point névralgique du face-à-face OTAN-Russie en Europe. Vous le voyez, la Pologne incarne aujourd'hui une puissance régionale en pleine ascension, bâtie sur une stratégie triangulaire mêlant armée en pleine expansion, partenariat transparent avec Washington et intégration européenne pragmatique, axée sur la maximisation des bénéfices économiques. Son essor ne masque cependant pas ses fragilités. Dépendance financière aux fonds européens, déclin démographique, tensions sociales, incertitudes diplomatiques. Et il y a aussi la nature risquée d'une posture géopolitique, certes réaliste, mais potentiellement isolante si l'Union européenne venait à davantage s'émanciper des États-Unis. En un temps où les alliances oscillent entre tactique et volatilité, la réussite polonaise dépendra donc de sa capacité à mener une profonde transformation interne, militaire, économique, sociale et stratégique. La Pologne a assimilé que, plus que les grands discours, ce sont les capacités d'action concrètes sur le réel qui assurent la survie des États. Devenue un acteur moteur et incontournable en Europe, elle assume un réalisme parfois brutal, hérité de son histoire et qui encore aujourd'hui doit assurer avant tout la survie des Polonais.
Selon vous, l'essor géopolitique de la Pologne sera-t-il durable ou risque-t-il de buter sur ses propres contradictions? N'hésitez pas à partager vos analyses et questions en commentaire ou éventuellement à vous offusquer pour les erreurs de prononciation en polonais, et j'en suis désolé. Pensez aussi à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager autour de vous pour soutenir la chaîne. J'insiste vraiment dessus car l'algorithme change régulièrement et c'est important d'avoir vos soutiens pour continuer, d'autant plus que certains abonnés ne reçoivent même pas nos notifications. Enfin, un immense merci à tous les membres YouTube et soutiens financiers de la chaîne. C'est grâce à vous que l'on peut continuer à produire ces vidéos en toute indépendance sur l'actualité géopolitique depuis 2018. Merci à tous, c'était Quentin pour Terra Bellum et à la prochaine.